Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis, chers spectateurs. Aujourd'hui, je suis encore une fois avec le journaliste Stefanik Zbigniew. Il est journaliste polonais, il travaille pour plutôt les médias polonais. Et comme il est ici à Strasbourg, il suit bien la France et aussi l'Union européenne. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne suit pas de près ce qui se passe en Ukraine et aussi en Russie. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. C'est la deuxième fois, Stefanik. On est ensemble ici et à notre studio. Et la dernière fois, on avait parlé de la Russie, de l'Ukraine, de la Pologne, mais la situation a changé, n'est-ce pas? Alors, elle a évolué, disons. Elle a évolué. Donc, je pense que la situation n'est pas tout à fait analysée comme nous avons analysé il y a à peu près un mois et demi, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Qu'est-ce qui change? Disons, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans une véritable guerre de position en Ukraine. Depuis novembre de l'année dernière, finalement, il n'y a eu aucune avancée significative sur le terrain. Donc, d'un côté, si on peut dire que la Russie est en train de perdre la guerre d'un point de vue technologique, parce qu'effectivement, donc les livraisons de technologie occidentale ainsi que donc, les livraisons d'armes font la différence, et ça se voit sur le terrain. On peut citer donc les lance-missiles HIMARS, mais aussi donc les chars donc qui vont être livrés aux Ukrainiens, que ce soit les chars français, que ce soit les chars allemands ou britanniques. Tout ce matériel fait la différence en ce qu'il est, tout porte à le dire et à le croire, supérieur d'un point de vue technologique. Mais ce matériel n'est pas encore livré. Hein. Oui, mais on a du matériel du type artillerie lourde, comme le canon César, par exemple, qui fait clairement la différence. Après, il faut aussi voir que tous les systèmes de reconnaissance, en fait, sont primordiaux. En fait, aujourd'hui, la supériorité de l'Ukraine sur le terrain par rapport aux Russes, c'est que les Ukrainiens ont une capacité à reconnaître leur ennemi. Ils ont la capacité, la possibilité de reconnaître en temps réel, et ça c'est primordial, quasiment tous les mouvements de leur adversaire russe. Donc ça leur permet de préparer la riposte, ça leur permet de préparer leur stratégie, chose que les Russes n'ont pas. Apparemment les Russes semblent avoir un grave souci justement de reconnaissance. Bon, effectivement, aujourd'hui la reconnaissance elle passe par l'électronique, donc ça les Russes sont handicapés clairement par rapport à ça. Et si une chose a été démontrée par cette guerre... Attends, une minute, Stefanik. Et tu as dit qu'aujourd'hui, les Ukrainiens connaissent mieux leurs ennemis, n'est-ce pas? Ça veut dire que les Ukrainiens ont gagné plus d'expérience et aussi ont gagné un peu plus de place. Ah oui, non, mais disons, ce qui est sûr, c'est que l'armée ukrainienne est montée en puissance, et en qualité, en reconnaissance. Disons, dans une guerre, donc la guerre fait qu'on apprend, on s'adapte, on apprend. Donc les Ukrainiens ont eu le temps d'apprendre, ont eu le temps de s'adapter. Et justement, c'est peut-être une des choses aussi qui fait aujourd'hui sur le terrain la supériorité ukrainienne, c'est qu'en fait les Ukrainiens semblent avoir une grande capacité à apprendre, s'adapter et improviser. Chose que les Russes ne semblent pas avoir. On a l'impression qu'en fait les Russes sont un peu à court de scénarios, tant politiques que militaires. L'impression aussi qu'on a, c'est que finalement... En politique que militaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas de scénario, ils n'ont pas de projet pour la suite. Parce que les Russes, en fait, semble-t-il, n'ont pas envisagé la situation dans laquelle ils se sont trouvés. C'est-à-dire une situation où ils se trouvent dans une guerre de position, où ils ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs. Parce que bon, revenons un peu dans quelques mois en arrière. Donc les Russes étaient partis pour faire tomber le régime, le système ukrainien, donc prendre le contrôle de l'État tout entier, de Kiev. Ça n'a pas marché. Ensuite, ils se sont recentrés en avril de l'année dernière sur le Donbass. Ça n'a pas marché non plus. Donc finalement, à l'heure actuelle, ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs politiques. Parce que leur objectif minimum, ça aurait été justement de créer ces deux républiques de Donetsk et de Lugansk. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, les Russes n'ont atteint absolument aucun objectif. Et c'est tout le problème. C'est que finalement, ils semblent être complètement à court de projets. Ils semblent être à court de scénarios. On a même l'impression que finalement, il n'y a pas d'accord au sein du Kremlin
sur ce que doit être la suite des événements. C'est qu'en gros, en fait, ils n'ont pas décidé, pour faire simple, hein, il semble qu'ils n'ont même pas décidé de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils vont faire. Parce que d'un côté, vous avez effectivement des combats acharnés dans le Donbass. C'est le déroulement de la guerre qui a changé les idées de... Le problème, c'est que dans une guerre, c'est votre capacité... Parce que les Russes ne pensaient pas que les Ukrainiens vont résister tellement contre eux. Ah oui, non mais ça c'est certain. Aussi peut-être ils n'ont pas compté que l'Occident soutient tellement actif l'Ukraine. Disons que sûrement les événements ont dépassé les scénarios qu'ils ont pu mettre en place, ça c'est sûr. Ils doivent être surpris d'une part par la résistance ukrainienne, doivent être surpris aussi par la détermination des Occidentaux, mais il faut quand même le dire, hein, l'Ukraine aujourd'hui reçoit le soutien le plus massif de l'Occident qui n'a jamais été accordé à un État depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est un précédent, hein. Ça il faut le dire. L'Union européenne qui va aller livrer des armes, voire justement soutenir militairement, logistiquement plutôt, donc l'Ukraine, ça c'est un précédent. Donc ça c'est sûr que les Russes ne l'ont pas anticipé, alors qu'ils auraient pu l'anticiper. Bon ça après c'est un autre débat. Mais le fait est qu'aujourd'hui on a l'impression qu'en fait les Russes naviguent un peu à vue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de scénario, ils n'ont pas trop de projets en fait. Aujourd'hui donc leur projet... Mais au début, je pense qu'ils avaient un projet, non? Oui, alors, ça n'a pas marché. Alors au début, ils avaient un projet. Voilà. Le projet, il était simple. Hein. C'était le même projet que le Kremlin applique d'habitude, à savoir prendre le contrôle de l'Ukraine, instaurer un régime pro-russe, et puis voilà. On parlait beaucoup de faire revenir Yanukovych, en fait. Même, vraisemblablement, il était en Biélorussie dans les premiers jours de la guerre, justement prêt à être ramené à Kiev. Parce qu'il faut aussi bien rappeler que les Russes, en fait, ne reconnaissent pas le changement de système politique en Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, ce qui s'est passé en 2014, ils considèrent ça comme un coup d'État. Donc ça aussi, il faut le souligner. Hein. Donc eux, en fait, estiment que l'Ukraine se trouve en état de coup d'État permanent, ouais. Et que finalement, le vrai président de l'Ukraine, c'est Viktor Yanukovych, hein, qui a été élu en 2010, donc qui a été déchu en 2014. Voilà. Donc leur projet avait été justement de remplacer donc le pouvoir ukrainien par un pouvoir pro-russe, et puis ensuite effectivement de mettre fin à la guerre du Donbass, parce que finalement donc le pays serait rentré dans le rang entre guillemets, donc serait rentré dans la sphère d'influence russe. C'était le projet. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous regardez l'histoire de ce genre de guerre, et là, on peut faire la comparaison de la guerre de Corée, du Vietnam, donc toutes ces guerres montrent une chose, c'est que c'est des guerres que vous gagnez soit en quelques jours, soit que vous perdez. Parce que, finalement, les Russes, leur seule chance d'arriver à atteindre leurs objectifs aurait été de faire chuter l'Ukraine en quelques jours. Et là, effectivement, ils auraient pu mettre en œuvre leur projet, ça n'a pas marché. Donc en fait, dans le cadre d'une attaque comme celle qui a eu lieu le 24 février 2022, ce qui va compter, c'est le temps. Et en fait, là, le temps, il joue plutôt en faveur de l'agressé, parce que plus longtemps l'agressé va tenir, plus sa défense sera efficace. Et ça, toutes les histoires en fait des guerres le montrent. Donc en fait, dans les premiers temps de la guerre, en fait, plus les Ukrainiens ont tenu, plus en fait ils étaient efficaces dans leur défense. Mais aussi, ils étaient plus convaincants pour l'Occident, parce que finalement, après l'échec cuisant d'Afghanistan, surtout les Américains se demandaient très sincèrement si ça valait la peine de soutenir l'Ukraine. Et on le sait, aujourd'hui, le 25 février de l'année dernière, ils auraient proposé au président ukrainien d'être évacué de Kiev. Lui aurait répondu « J'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions et d'armes. » Voilà. Mais effectivement... Ah, c'est vrai, les Américains avaient dit ça? Les Américains avaient proposé... Mais ça n'a pas été publié dans les médias. Hein. Si, les médias en ont parlé. Les médias en ont parlé un petit peu. Ouais. De toute façon... Donc les Américains ont demandé carrément à évacuer Kiev. Ils voulaient évacuer donc, le président ukrainien et puis ses collaborateurs. Semble-t-il, ça aurait eu lieu le 24 ou le 25 février de l'année dernière, donc dans les premières heures de la guerre. Ouais. Lui aurait répondu, je n'ai pas besoin de... Les premiers jours de la guerre. C'est ça, je n'ai pas... Les premières heures même, hein, les premières heures. Hein, oui, ça aurait... vraisemblablement, ça a eu lieu le 24 ou le 25 février. Hein. Ouais. Lui aurait répondu, de ce qu'on sait, je n'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions et d'armes. Donc voilà, il serait resté en Ukraine de son propre chef. Donc effectivement, donc, la résistance ukrainienne a démontré que... appuyée par du matériel moderne et efficace, l'Ukraine pouvait résister au premier choc de l'attaque. Parce que finalement,
au début, en fait, il n'était même pas question de revendication territoriale, en fait, il était question de sauver l'Ukraine en tant que telle. Donc l'attaque sur Kiev était primordiale. Et finalement, quand vous regardez la carte des opérations russes de février-mars 2022, vous voyez que l'opération la plus importante, c'était justement la prise de Kiev. Cette opération a échoué, et donc parce qu'elle a échoué, donc le projet a échoué. Donc à partir de là, Kiev n'a pas été pris, le pouvoir ukrainien n'est pas tombé, donc toutes les autres opérations, finalement, ne s'inscrivaient plus dans ce premier scénario. Donc ensuite, on est passé à un scénario alternatif, qui était justement de prendre le Donbass, voire aussi donc le sud de l'Ukraine, mais le Donbass particulièrement, effectivement de détacher donc ces républiques autoproclamées inventées par Moscou, les républiques de Lugansk et de Donetsk, et ensuite justement présenter ça à l'opinion publique en disant voilà, nous de toute façon on n'a jamais fait la guerre à l'Ukraine parce que la Russe n'a jamais reconnu faire la guerre à l'Ukraine. Il parle d'opération spéciale, je vous le rappelle, c'est pas une guerre. Donc ouais, pour les Russes, les Russes ne parlent pas de guerre. La plupart des Russes, disons 99% des Russes savent que c'est bien. Oui, mais clairement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, dans le langage officiel. Oui, dans la propagande officielle, c'est pas une guerre parce qu'on présente les Ukrainiens comme un peuple frère et qu'en fait on fait la guerre aux nazis. On maintient toujours ce discours. Donc on fait la guerre, on combat les nazis de Kiev, mais on ne fait pas la guerre aux Ukrainiens. En fait, finalement, tout ce qu'on fait, c'est on veut libérer l'Ukraine. Je t'interromps. Surtout, je veux te poser des questions que nos spectateurs peut-être veulent que tu fais certains commentaires concernant Poutine. Est-ce que avec ce qui se passe en Ukraine, l'idée de Poutine, la stratégie de Poutine est devenue minoritaire au Kremlin, à Moscou ou pas? Alors aussi, qu'est-ce que vous allez appeler la stratégie de Poutine? C'est-à-dire qu'en gros, si vous partez du principe que c'est la guerre Poutine... La guerre, disons. Par exemple, on dit dans les médias, la plupart des dirigeants russes ne sont pas avec Poutine théoriquement, mais pratiquement, ils n'ont pas d'autre choix. Est-ce que c'est vrai? Disons qu'aujourd'hui, ce qui a commencé clairement au Kremlin, c'est la lutte pour le pouvoir. Et ça, on le voit. Et par exemple, le changement, pour la troisième fois, il faut quand même le dire, de chef d'état-major, donc on a renvoyé en fait donc l'ancien chef pour le remplacer par un général donc plus commode à Poutine. Oui, ça fait même 2 fois ou 3 fois. C'est la troisième fois. Donc en fait, ce qu'on reprochait, qu'on change le chef de la guerre. Ce qu'on a reproché en fait à Sergei Solevikhin, c'est qu'il était trop proche de Yevgeny Prigozhin, donc le chef des Wagner. Et en fait, ça s'explique tout simplement, c'est qu'en fait, ils ont tous les deux pris part à l'opération. C'est Yevgeny Prigozhin qui est le chef, je pense, en pratique. Alors, des Wagner, ce qu'on pense. Des Wagner, oui, mais en fait, non. En Russie, surtout à Donbass. Disons, en Russie, aujourd'hui, donc, vous avez une lutte de pouvoir. Donc, vous avez effectivement donc, Prigozhin qui essaye de faire sa place. Vous avez les militaires, donc effectivement, donc aujourd'hui avec Gerasimov qui a remplacé Solevikhin, on a en fait un militaire qui a moins d'ambition politique, mais qui sera un militaire plus, disons, qui aura un rôle plus militaire, c'est-à-dire qu'en gros il fera moins de politique, il fera plus de militaire. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Ensuite, vous avez pas mal en fait aussi ce serait compliqué à vous en parler, mais il y a pas mal de fractions, de diverses fractions politiques. Il y a aussi une part du business russe qui estime que cette guerre n'est pas profitable. Donc, en fait, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe en Russie, c'est qu'on commence en fait à se demander ce qui va se passer après. Et en fait, il y a plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est qu'après Poutine, on ait en fait quelqu'un qui soit encore plus dur dans sa politique en fait de Nouvelle Russie, donc Novorossia. Donc en gros, c'est le projet de créer une grande Russie en incorporant justement l'Ukraine, avec l'idée justement de la frontière proche, donc justement en créant une zone tampon en Europe centrale. Donc ça c'est la doctrine nationaliste, donc qui est promue pas que par Poutine, attention, parce que aujourd'hui en fait, ce qu'on va dire, et c'est faux, on dit si Poutine s'en va, les choses vont s'arranger. C'est pas forcément juste, parce que le départ de Poutine peut amener quelqu'un au pouvoir d'encore plus dur que lui. Donc il faut bien voir que le départ de Poutine ne va pas forcément mettre fin à la guerre, il peut même en fait pousser la Russie à accentuer le conflit. Donc attention. Et en 2024, il y a les élections.
présidentielles. Oui, il y a les élections présidentielles, donc 2024... Cela veut dire que Poutine ne pourra pas se présenter. Oh, vous savez... Officiellement, pour le moment, c'est comme ça. Officiellement, c'est comme ça. Maintenant... Constitutionnellement. Constitutionnellement, après, il y a pas mal de solutions. Je vous rappelle quand même 2008, hein, donc Poutine qui s'est fait remplacer donc par un président par intérim, entre guillemets, hein, donc Medvedev, hein, qui aussi à l'époque semblait être un président moderne, parce que Medvedev représentait quand même une autre génération. Mais il faut savoir que 2024, c'est très loin. Hein. Si la guerre continue jusqu'à 2024... Alors après aussi, il y a aussi une chose, un débat dans lequel moi je peux pas trancher, parce que je n'ai pas les informations, c'est savoir dans quel état physique est Poutine, parce qu'on parle quand même beaucoup de ses problèmes de santé. Alors est-ce que c'est de la propagande? On n'en sait rien. Je veux dire, on peut pas... Nous, à notre niveau journalistique, on n'a pas les informations. Je veux dire, ça fait quand même 8 ans qu'on entend parler de ses soucis de santé. Ça fait quand même 1 an qu'on dit qu'il serait gravement malade. Donc ça, on n'en sait rien. Maintenant, il faut bien voir qu'aujourd'hui, la faiblesse de la Russie, la faiblesse politique qui touche clairement la sphère militaire, c'est qu'en fait, il n'y a pas un seul pôle de décision. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une Russie où on a un chef et tout le monde qui suit. Ça, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a un chef qui commence à être contesté de plus en plus. On a pas mal de fractions qui vont aller s'affronter, donc pas mal même pas de fractions politiques, mais de fractions politiques, militaires, économiques qui vont aller s'affronter pour le pouvoir. On a aussi des fractions politiques, je vous rappelle, qui ont leurs intérêts, et elles n'ont pas toutes intérêt à ce que la Russie gagne la guerre. Il y a par exemple certains opposants à Poutine, ou certains prétendants en fait à la succession, qui auraient bien voulu justement que la Russie soit humiliée, qu'elle perde la guerre, pour justement précipiter le départ de Poutine et de son entourage. Donc en Russie, vous savez, le pouvoir russe a toujours été compliqué. C'est un pouvoir qui est composé d'une part des services secrets qui ont un rôle vachement important à jouer. C'était le cas en URSS, c'est le cas aujourd'hui. L'armée aussi a son rôle, pas des moindres, à jouer. Maintenant, ce qui change par rapport à l'époque soviétique, c'est qu'en fait aujourd'hui, à part le côté politique, le côté patriarcal, donc religieux, le côté service secret et militaire, il y a encore le côté économique. Et ça, le côté économique, donc le côté business, il est très important, donc il monte en puissance en Russie. On n'en parle pas assez, mais justement, donc tous ces oligarques dont on ne connaît pas le nom, hein, on n'en parle pas du tout, mais ces gens, en fait, comme ils représentent finalement le pilier économique du pays, sans eux, le pays ne peut pas fonctionner, et bien du coup, donc ces gens-là aussi vont avoir leur mot à dire. Après, il y a aussi tous ceux qu'on estime être... contre la guerre, bien sûr. Alors ça dépend. Les oligarques. Alors ça va dépendre, parce que bon, il y a ceux qui sont contre la guerre, effectivement, parce que d'un point de vue économique, ils sont perdants. Peut-être il y a certains aussi qui comptent que si la Russie va gagner la guerre, ils vont aussi avoir leurs propres intérêts en Ukraine. Ben oui, ça s'est vu en Tchétchénie, c'est-à-dire qu'après la deuxième guerre de Tchétchénie, effectivement, donc la Tchétchénie détruite... Il y a des nouveaux oligarques. Voilà, c'est ça, a fait que finalement, Poutine, en fait, a confié donc ces terrains détruits à la famille Kadyrov, qui s'est simplement enrichie sur la reconstruction de la Tchétchénie, etc., etc. Donc il faut bien voir que le côté business, en fait, il a différents intérêts. Et après, il y a aussi le côté donc du business, surtout lié à l'armement, qu'on accuse d'être responsable de cet échec, parce qu'on a quand même vu sur le terrain que le matériel russe, il était loin d'être efficace et qu'il était loin d'être performant. On a toute une catégorie du matériel, donc par exemple donc les canons Armada ou le tank T-90, ça ce sont que des exemples, qui montrent bien que du matériel qui était considéré comme étant high-tech, finalement, s'est avéré complètement inefficace, voire complètement vulnérable aux attaques ukrainiennes qui des fois étaient improvisées. On a aussi vu que les drones russes, déjà, ne sont pas en nombre suffisant, ensuite qu'effectivement, ils ne semblent pas satisfaire les besoins de l'armée, puisque la Russie va aller acheter des drones en Iran. Donc, cette guerre a montré une chose, c'est que finalement, l'armée russe est en bien moindre état, en bien plus mauvais état, que ce que le gouvernement russe pensait lui-même. Et ça, on le voit. Finalement, on voit que le pouvoir russe est surpris de l'inefficacité de son armée, de l'inefficacité du matériel. Et ça, donc, les gens, d'une part les politiques, en fait, qui ont participé aux choix qui ont été faits pour les achats de matériel, mais aussi ceux qui ont produit ce matériel, sont considérés comme étant responsables aujourd'hui de cet échec. Donc, aujourd'hui, l'une des grandes faiblesses de la Russie, c'est que finalement, comme je disais, il n'y a plus un seul pôle du pouvoir, ça c'est terminé. Ensuite, il n'y a pas de stratégie nette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit,
c'est que finalement les Russes n'ont pas pris de décision quant à ce qu'ils veulent faire. Et ça, vous voyez, d'un côté, vous avez des troupes qui se regroupent en Biélorussie. Donc ça pourrait signifier que les Russes tenteraient en fait une nouvelle attaque sur Kiev. Mais on n'en est pas sûr. Mettons un point là. Stéphanie, quand tu étais en Pologne, il y a combien de jours? Ça remonte à quelques temps, quelques semaines. Okay. Aujourd'hui, oui. Et je veux surtout que tu parles un petit peu de la Pologne. Qu'est-ce qu'on pense en Pologne de cette guerre? Comme un mois et demi, quand on a fait encore une émission ici, tu as dit qu'il y a beaucoup de Polonais qui ont peur que la Russie va attaquer aussi la Pologne. Est-ce que c'est toujours valable? Oui, alors il faut quand même rappeler, dire à ceux qui ne le savent peut-être pas, qu'il y a quand même 2 missiles qui sont tombés sur la Pologne en novembre de l'année dernière, et ces 2 missiles ont fait 2 morts. Voilà. Ouais. Donc on a. Mais on a dit que ce sont des missiles. Voilà. On a dit que. Voilà, on a dit que. Donc, mais le fait est que les Polonais se rendent compte. Mais toi, tu penses que ce sont des milices, des missiles russes? Alors, vous savez, moi, je n'ai aucune preuve de. Voilà, maintenant, s'il y a une chose. C'est ce que tu penses. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on vous a parlé d'enquête, en fait, on nous a dit qu'il fallait faire une enquête par rapport à la provenance de ces 2 projectiles. Ouais. Alors que aujourd'hui, avec les systèmes AWACS qui sont utilisés en masse en fait au-dessus de la Pologne, où en fait on voit jusqu'à 200-300 km de part et d'autre de la frontière est, donc en Ukraine, de tout ce qui se passe. Je veux dire, on connaissait parfaitement la provenance de ces 2 projectiles. Il suffisait juste de visionner les vidéos, donc parler d'enquête me semble être un peu hors de propos. Donc je pense qu'on sait parfaitement d'où venaient ces roquettes, d'où venaient ces missiles, pardon. Maintenant, moi je n'ai pas de preuves et je n'ai pas d'arguments suffisants pour attester du fait que ce soit des missiles tirés par les Russes, mais par exemple, on peut émettre une hypothèse, donc je me permets d'émettre une hypothèse, qui restera seulement une hypothèse. Finalement, les Russes voulaient tester, même pas la défense, mais si vous voulez, les réactions de l'OTAN, en disant, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? On a 2 missiles qui sont tombés sur la Pologne, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Finalement, donc, et qu'est-ce qu'ils ont eu comme réponse? La réponse qui a été adressée à la Russie, c'est qu'en fait, personne ne veut d'une confrontation directe avec la Russie. Voilà. Ok. Est-ce que cela n'a pas encouragé la Russie? Mais justement, ce genre de réponse peut encourager la Russie. Après, il y a eu 2 événements qui sont beaucoup moins connus, qui ont eu lieu, qui sont très étonnants. Alors, une semaine après la chute de ces 2 missiles au-dessus de la Pologne, en fait, sur le territoire polonais, il y a une bombe qui a explosé, en fait, dans la ville de Wrocław, dans une voiture avec des plaques ukrainiennes. Donc ça pourrait vraisemblablement signifier que les services secrets russes ont posé cette bombe justement pour continuer à faire peur, à montrer leur capacité de nuisance en fait en Pologne. Ensuite, on a eu une affaire. Mais on a fait ça avec les voitures immatriculées ukrainiennes. Oui, donc voilà. Donc c'était. Pour dire quoi? C'était histoire de dire, ok, puisque vous voulez que ces 2 missiles aient été ukrainiens, et maintenant vous avez aussi une voiture ukrainienne qui saute, si c'est ce que vous voulez. Après, ça crée aussi des problèmes au niveau national, où on a quand même plusieurs millions d'Ukrainiens en Pologne. Ok. Donc, et cela fait peur, la Pologne? Les gens ont peur, oui, les gens se rendent compte que le danger est là. Sachant que les médias n'en parlent pas tant que ça. Enfin, les médias, ce qu'ils vont vous dire, c'est que on est membre de l'OTAN et que ça nous garantit une sécurité à 100%. Mais avec ces missiles qui sont tombés sur la Pologne, les gens ont bien compris que finalement, il n'y a aucune garantie à 100% et que tout est possible et qu'il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire avec certitude la Pologne ne risque rien ou la Pologne risque quelque chose. Parce que justement, aujourd'hui, et c'est là le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est complètement incapable de définir ce que sera la stratégie russe. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, et c'est très important, donc je me permets de le rappeler et de revenir à ça. Aujourd'hui, la Russie n'a pas de stratégie, et c'est ça qui est dangereux. C'est qu'en fait, on n'est pas en mesure de dire ce que les Russes vont faire demain, après-demain, dans une semaine, parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Ok. La Russie n'a pas de stratégie. Ok. Est-ce que la Pologne a une stratégie concernant la guerre? Si la guerre continue, qu'est-ce que va faire la Pologne? Si la guerre se termine, qu'est-ce que va faire la Pologne? Disons que la stratégie de la Pologne, c'est la stratégie de l'OTAN, c'est-à-dire qu'on va renforcer la sécurité de la Pologne, des frontières polonaises. À ce titre,
Donc les Polonais ont reçu un soutien allemand, donc des patriotes américains qui appartenaient aux Allemands vont être livrés dans ces prochains jours à la Pologne. Ouais. La Pologne aussi a fait de grands achats, je pense. De grands achats en fait, non, plutôt américains. Donc ils ont acheté des Abrams ainsi que des chars sud-coréens. Donc effectivement, donc là il y a un effort militaire en Pologne qui est assez important. La Pologne a la prétention en fait de créer une armée moderne. On parle même de créer en fait la première armée terrestre en Europe. Est-ce que ce sera possible? On verra bien. Donc la Pologne achète aussi, donc à ce titre, des systèmes de reconnaissance satellite aux Français. Donc des contrats ont été signés entre le ministère de la Défense français et le ministère de la Défense polonaise, justement pour l'acquisition de 2 satellites à technologie française en Pologne. Donc la Pologne aujourd'hui a un vaste programme d'investissement dans sa défense. Ensuite, on a 10 à 15 000 soldats américains sur le territoire polonais, donc qui sont censés... C'est l'OTAN qui est investi en Pologne. Aujourd'hui, alors là, le gouvernement polonais lui aussi investit, donc c'est tant... Mais avec le soutien de l'OTAN, oui, avec le soutien de l'OTAN, alors que là, principalement, donc les budgets qui sont débloqués, c'est plutôt des budgets polonais, hein, donc ces tanks qui ont été achetés américains, donc ça c'est payé par le budget. La Pologne aussi a acheté donc des patriotes américains. La Pologne, comme je disais, donc a acheté donc 2 satellites français, donc la technologie de reconnaissance française. Donc il y a vraiment un réel investissement, donc qui est sûrement le plus grand investissement depuis 1989 dans la défense polonaise. Ça c'est évident. Maintenant, bon, ce qui est sûr, c'est que la Pologne, en cas d'attaque russe, aura besoin du soutien de l'OTAN, c'est certain. Il y a une autre analyse qui dit que la Pologne va s'enrichir de la guerre. Non. Cela veut dire, et c'est ce qu'on dit, hein, on dit si la guerre va se terminer, le pays le plus proche de l'Ukraine, c'est la Pologne, et c'est la Pologne qui va jouer un rôle dans la reconstruction de l'Ukraine. Et ceci veut dire que la Pologne va s'enrichir au niveau économique. Après la guerre. Hein. Alors, je me permets de donner un exemple. Concernant l'après la guerre. Alors, je me permets de donner un exemple. La Pologne a participé à la coalition anti-Saddam Hussein en 2003 en Irak. Ouais. Il s'est avéré qu'elle n'a pas du tout participé à la reconstruction de l'Irak. Donc, ça, c'est l'Irak, c'est loin. Oui, mais c'est loin. Mais l'Ukraine n'a pas l'Irak. D'accord, mais je vous parle d'une situation réelle où il y a eu des promesses de fait du côté américain, promesses qui n'ont pas été tenues. Voilà. Maintenant, ce qui est de l'Ukraine, il faut bien reconnaître que la Pologne ne fait pas partie des grands décideurs concernant ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire que les grands décideurs, ce sont les Américains. En premier lieu, ça c'est évident. Ensuite, il y a quand même la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Ça, ce sont les principaux décideurs. Et ce sont ces décideurs qui... Et il y a aussi la Turquie, hein, donc il y a la Turquie. Parce que la Turquie a aussi ses propres comptes concernant l'Ukraine. Donc il y a la Turquie. Maintenant, donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, d'un point de vue politique, la Pologne n'a pas la capacité dont disposent les Français. Donc aujourd'hui, les Polonais, effectivement, sont le pays le plus impacté par cette guerre. Parce que, donc d'une part, effectivement... Mais je pense qu'en ouvrier, ce sont les Polonais qui vont travailler beaucoup en Pologne, en Ukraine. Alors ça, les ouvriers peut-être pas, peut-être les entreprises. Oui. C'est un sujet compliqué parce qu'aujourd'hui en fait on ne connaît pas exactement les décisions qui ont été prises pour la reconstruction. Mais de toute façon la guerre va s'arrêter. Hein. Alors oui, alors la guerre va s'arrêter. Maintenant, quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Voilà. Comment la guerre va finir? Ça, on n'en sait rien. Ça, il faut bien comprendre. En fait, il faut bien. Les grandes forces font leur projet concernant l'après de la guerre. Alors, moi, si vous permettez, j'aimerais basculer, en fait, en partant de ce sujet, sur un sujet qui est parallèle, mais qui est tout aussi important, à savoir qu'en fait, on a 2 éléments dans cette guerre. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine n'est qu'un élément d'une confrontation plus globale entre la Russie et l'OTAN, confrontation qui et surtout la Russie et l'Amérique. Surtout la Russie et les États-Unis, exactement. Ouais. Confrontation qui n'a pas lieu qu'en Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une confrontation dont on ne parle pas du tout, mais qui est primordiale pour nous ici en France, c'est ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire que les stratégies qui ont été adoptées par les États européens, en fait, depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est de passer des sources fossiles russes, donc du gaz, du pétrole russe, aux sources d'énergie africaines. Et à ce titre, on a eu des visites, notamment du président Emmanuel Macron en Algérie, d'autres membres du gouvernement français aussi, mais pas que, en Afrique.
Et en fait, on a créé une stratégie reposant en fait sur deux piliers. C'est que d'une part, en fait, l'Occident allait construire une infrastructure pour permettre d'augmenter les exportations de ces pays des ressources, mais d'autre part, ces pays allaient s'engager à augmenter en fait ces exportations, mais aussi à signer des collaborations sur le long terme. Et les Russes, en fait, savent parfaitement que si l'Occident, en fait, arrive à effectivement se rendre indépendant des ressources russes, du coup, c'est une victoire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? Ils essaient de couper la route, finalement, de l'Europe, la route d'accès aux ressources africaines. Ils essayent de couper la route, justement, de l'Occident aux accès donc à l'Afrique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a le Mali, par exemple, donc le Mali qui a été repris simplement par les Russes, hein, avec les deux coups d'État successives et le groupe Wagner. On a le Burkina Faso qui est en train de basculer du côté russe. On a aussi la Tunisie qui se rapproche de plus en plus de la Russie. L'Algérie qui, de toute façon, a une proximité économique, politique et militaire avec Moscou depuis son indépendance. Donc aujourd'hui, en fait, on a une véritable confrontation entre l'Occident et la Russie, mais pas que. La Chine fait surtout partie. la France n'est pas contente de ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire que d'un point de vue, que font les Russes, hein. D'un point de vue de la sécurité française, donc de sa souveraineté énergétique, les prises successives en fait russes en Afrique sont un véritable danger, un véritable défi qui pose question et qui sont un danger bien plus important pour la France que ce qui se passe en Ukraine. Donc aujourd'hui, il faut bien voir que l'Afrique est un théâtre d'opération peut-être moins visible, mais tout aussi important d'un point de vue justement de la souveraineté énergétique que peut l'être l'Ukraine dans une confrontation politique militaire. Après, il faut aussi parler des Balkans. On voit parfaitement que la Russie a bâti des relations économiques, politiques, voire militaires, avec la Serbie, mais pas qu'avec la Serbie, également avec la Srpska Republika de Bosnie. Et on voit clairement que les agissements russes font qu'aujourd'hui la Bosnie est un pays en dysfonctionnement, parce que les représentants de la Srpska Republika, en fait, ne participent plus exactement au pouvoir, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un pays déstabilisé. On voit ce qui se passe au Kosovo. Aujourd'hui, la Russie a en ses mains la possession d'un détonateur qui peut mettre de nouveau le feu aux Balkans. Donc si on a une guerre dans les Balkans, eh bien ça va bénéficier évidemment, ça profite à la Russie. Donc aujourd'hui, aussi un autre terrain d'opération, c'est d'une part les Russes qui essayent d'allumer le feu dans les Balkans, d'autre part les Occidentaux qui essayent d'éteindre ce feu ou de faire en sorte qu'il ne soit pas allumé. Donc l'Afrique, les Balkans, ensuite le Proche-Orient avec ce qui se passe en Iran. Voilà, donc tout ça fait que c'est... Le Moyen-Orient. Oui, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Irak, l'Iran, la Syrie, parce que la guerre en Syrie n'est pas finie, mais il y a aussi un autre élément, c'est-à-dire qu'en gros, les agissements des Russes en Afrique font que les opérations antiterroristes menées par les forces de la coalition antiterroriste sont de plus en plus compliquées, parce que finalement, aujourd'hui, les régimes mis en place au Mali, au Burkina Faso, ne participent plus à ces opérations. Donc aujourd'hui, il est très compliqué de combattre le djihadisme au Sahel, et ça, c'est dû justement à l'intrusion, à l'ingérence de la Russie, qui sait parfaitement que justement, en sabotant les opérations occidentales anti-djihadistes, elle renforce la menace terroriste, elle renforce la menace, donc la sécurité en France. Donc finalement, la Russie, qui, il faut le dire, encore il y a quelques années était d'un atout dans la lutte antiterroriste, aujourd'hui elle est devenue un véritable souci, justement, qui empêche les actions précises et les actions successives, justement dans le Sahel, contre le djihadisme. Il faut bien comprendre que la guerre contre le djihadisme n'est pas finie. Hein. C'est, je veux dire, l'État islamique qui a été vaincu sur le terrain au Moyen-Orient, qui a été vaincu en Irak, en Syrie. La Russie profite de djihadisme. C'est décalé justement dans les pays du Sahel, en Afrique. Donc aujourd'hui, cette guerre a lieu en Afrique. Elle a toujours lieu. Aujourd'hui, les Russes, en sabotant les agissements occidentaux en vue justement de stopper le djihadisme, savent parfaitement que c'est un élément qui fait partie justement de cette confrontation globale. Donc il faut bien voir que la guerre en Ukraine n'est qu'un élément de cette confrontation. Cette confrontation, elle est économique, elle est militaire, et surtout elle se déroule finalement dans d'autres endroits, dans pas mal de pays, dans pas mal de régions, et c'est une véritable confrontation globale. Et donc, quand on parle de la guerre en Ukraine, il faut penser en termes globaux, c'est-à-dire qu'en gros, les décisions qui vont être prises d'un point de vue occidental quant au soutien à l'Ukraine sont en relation directe avec les agissements russes. En Afrique, par exemple, un exemple bien précis, en décembre,
après la visite du président français aux États-Unis, donc Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait justement commencer à trouver des piliers pour le débat politique en vue de trouver justement des solutions politiques au conflit ukrainien, quitte justement à donner des garanties de sécurité à la Russie. Donc ça a été critiqué. On se rendait très bien compte en fait en France qu'il ne serait pas possible de mettre fin au conflit ukrainien sans arriver à un compromis avec la Russie. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? On a la situation qui s'envenime au Burkina Faso. On a entre-temps le président tunisien qui invite des observateurs russes pour attester de la crédibilité des élections législatives en Tunisie. Donc la France, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer d'avis, elle va dire et annoncer la livraison de chars légers aux Ukrainiens. Parce que finalement... Si, on en parle. On en parle. Aujourd'hui, à la radio, on parlait de la livraison des chars Léopard, même oui, absolument, de la part de certains pays européens. Et même on dit que chaque pays européen qui dispose des chars Léopard doivent livrer à l'Ukraine une vingtaine. Oui, et notamment la Pologne aussi va en livrer une quinzaine pour l'instant, voire plus. Mais en fait, simplement ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu en fait une main tendue. C'est comme ça qu'on peut le voir du côté occidental à la Russie, main tendue que la Russie n'a pas accepté. Donc finalement, puisque les Russes n'acceptent pas la main tendue, eh bien on va renforcer notre capacité justement à continuer la guerre en Ukraine, puisque justement les Russes mènent des actions agressives d'une part en Afrique, d'autre part dans les Balkans. La situation au Kosovo est très explosive. Finalement, elle peut exploser à tout moment. Donc finalement, il faut bien voir que ce sont des éléments qui sont liés les uns aux autres. Donc aujourd'hui, les agissements russes occidentaux en Ukraine ou en Afrique, dans les Balkans, font partie d'un même combat, d'une même confrontation, donc une confrontation globale entre la Russie et l'Occident. Alors c'est sûr, donc l'engagement dans cette confrontation des différents participants sont à un niveau différent. Donc on a le pays engagé le plus, ce sont les États-Unis. Après on a effectivement des pays comme la France, des pays comme l'Allemagne qui a de plus en plus de soucis, donc justement à créer aussi une stratégie VIA, parce qu'on a vraiment l'impression que les Allemands n'ont pas de stratégie à en parler en fait dans cette situation compliquée. Mais simplement, donc il y a une différence d'engagement, c'est sûr, mais comprenons-le, la guerre en Ukraine fait partie d'un tout. Et ce tout, c'est une confrontation russe-Occident, une confrontation en vue justement de redéfinir un nouvel ordre mondial. Parce que finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue? Ce qui se joue, c'est la souveraineté énergétique européenne, mais ce qui se joue aussi, c'est la place de la Russie dans le monde. C'est-à-dire, est-ce que la Russie va être une puissance moyenne? Est-ce que la Russie va être un pays réduit au rang de puissance régionale, ou alors est-ce que la Russie sera effectivement donc une puissance mondiale? Est-ce qu'elle va continuer à être considérée dans le concert des nations comme une puissance à part égale avec Washington, par exemple avec les États-Unis? Donc ça c'est un enjeu pour les Russes qui est primordial. Et en ce fait, il est très difficile d'envisager que les Russes se retirent d'Ukraine, parce qu'effectivement aujourd'hui, ce qui se joue, c'est la place de la Russie dans le monde de demain. Les Russes en sont conscients, donc quelle que soit la stratégie qu'ils vont adopter, ils vont continuer à essayer d'arriver au moins à un succès, pour le moins relatif en Ukraine, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont aucun succès à faire valoir. Aujourd'hui, ce qu'il apparaît, c'est que finalement, les Russes, en fait, ont échoué. Alors que finalement, c'est pas tout à fait juste, parce que, effectivement, les Russes ont perdu la guerre technologique, enfin, jusque-là, sont en train de la perdre, disons-le comme ça. Mais si l'on regarde ce conflit d'un point de vue géopolitique, on se rend compte d'une chose, c'est comme les Russes ont réussi à créer en fait des coalitions anti-occidentales. Justement, ils ont réussi à créer des coalitions anti-occidentales avec des États africains. Ils ont même réussi à créer des coalitions avec des États sud-américains. Ils ont aujourd'hui de très bons rapports avec l'Argentine, avec le Venezuela. Bon, le Venezuela, c'est pas nouveau, mais ils commencent à bâtir des rapports avec la Colombie. Chose nouvelle. Donc finalement, ils posent le pied sur le continent américain, ce qui n'est sûrement pas de... Cela veut dire que la Russie a gagné quelque chose. Donc la Russie, clairement, a gagné une chose qu'on ne voit pas, en fait, comme ça, à l'œil nu, mais elle a quand même réussi à créer, en fait, un camp anti-occidental, entre guillemets, donc quelque part, devenir, en fait, un peu le leader de ce camp, de ces pays qui ont certes des intérêts différents, mais qui, pour des raisons divergentes et différentes, n'aiment pas l'Occident. Okay. Donc aujourd'hui, la Russie représente ces pays-là, et c'est une victoire qui n'est pas des moindres, donc il appartient de s'en rendre compte. Ok. Stéphanie, on est arrivé à la terme de notre temps, et une projection de la part de toi concernant la guerre. Quelle est ta
projection? Alors cette guerre va durer au moins jusqu'en été. Moi, il m'est impossible de dire en fait quand est-ce qu'elle va s'arrêter parce que la situation est dynamique et comme je vous disais aujourd'hui, le plus grand souci pour des analystes comme moi, en fait, des gens qui font des pronostics. Donc cela va durer jusqu'à l'été, tu dis. Au moins. Alors aujourd'hui, le souci, c'est qu'on ne sait pas quelle stratégie les Russes vont adopter. Donc en fait, ils ont plusieurs solutions. Je peux parler de ça, si vous le permettez. D'une part, ils peuvent effectivement relancer une offensive donc qui partirait de la Biélorussie, essayer de reprendre Kiev. Ils peuvent se concentrer sur le Donbass, ou alors ils ont toujours la possibilité d'attaquer donc le Flanc-Est de l'OTAN, donc des pays comme la Pologne. Voilà. Après, ils ont aussi la possibilité en fait de débloquer la situation en Ukraine en créant une nouvelle situation dans un autre pays. Donc, par exemple, enflammer les Balkans, donc créer en fait une nouvelle guerre au Kosovo, enflammer l'Afrique, donc justement pour délocaliser le conflit d'Ukraine dans un autre point, justement en vue d'avoir une meilleure position de négociation. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'il est difficile d'en parler parce qu'on ne connaît pas leur stratégie. Et cela va élargir le front pour la Russie. Hein. Ça sera aussi pas facile pour la Russie. Alors justement, élargir politiquement peut-être, mais finalement, il faut bien voir que les Russes sont déjà présents. Je veux dire, militairement, de par leurs mercenaires, peut-être même d'autres structures dont on ne parle pas, les Russes sont présents dans les Balkans, les Russes sont présents en Afrique, ils sont présents au Moyen-Orient. Donc d'un point de vue du coût, ça ne porterait pas préjudice. Maintenant, il faut bien voir que les Russes sont de plus en plus en train de rentrer dans une économie de guerre. Donc ça aussi, ça nous pousserait à estimer qui n'ont pas l'intention de reculer. Donc, aujourd'hui, ce qui est le moins probable, c'est que le conflit s'arrête rapidement. Le conflit, aujourd'hui, il est gelé, principalement à cause de la météo. Maintenant, il va sûrement se dégeler d'un moment à l'autre. Donc, quelqu'un va prendre l'initiative, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens. Aujourd'hui, sûrement, donc, l'avantage que les Russes peuvent avoir par rapport aux Ukrainiens, c'est qu'effectivement, ils ont plus d'hommes mobilisables. Donc est-ce que cette mobilisation qui a été réalisée en novembre-décembre donnera l'avantage aux Russes? Est-ce qu'ils vont lancer une autre mobilisation, donc faisant passer leur armée à 600-700 000 hommes sur le terrain? C'est possible. Maintenant, comme on le disait, les Ukrainiens ont quand même l'avantage technologique. Donc, une mobilisation qui est importante peut par exemple être paralysée en ce que sa logistique peut être attaquée, voire détruite. Donc, si par exemple les Ukrainiens arrivaient à détruire la logistique de cette armée composée de 600 000 hommes, donc détruire en fait leurs ressources en nourriture, en pétrole, en munitions, là effectivement cette mobilisation russe deviendrait totalement inutilisable. Donc tout va dépendre de ce que vont faire les différents belligérants de ce conflit. Les Ukrainiens, eux aussi, ont intérêt à lancer des opérations parce qu'effectivement, depuis donc la prise de Kherson, il ne se passe pas grand-chose et donc s'ils veulent récupérer leur territoire, il leur faudra encore... C'est une petite ville, Kherson, voilà. Donc voilà, alors que donc finalement aujourd'hui, effectivement, il n'est pas faux de comparer aujourd'hui la situation dans le Donbass à la situation de la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale, certes. Aujourd'hui, effectivement, le front est figé. Ce front, en fait, va sûrement se défiger, mais surtout, gardons à l'esprit que ce n'est pas que la situation en Ukraine qui aura le dernier mot, c'est finalement un confrontation globale, donc des décisions et des actions des uns et des autres vont décider également la situation en Afrique et dans les Balkans et dans les autres points du globe où cette confrontation a lieu. Ok. Merci Stéphanie. Merci à vous. Et j'espère qu'on va se revoir dans quelques semaines. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, chers amis, jusqu'à la prochaine émission, restez bien sur Arwar TV. Au revoir.